Bonjour à tous, ici Sébastien de Coventite. Comme vous le savez, toutes les semaines, on vous fait découvrir un entrepreneur ou une entrepreneure qui est là pour vous inspirer, pour vous expliquer quel a été son parcours et comment elle est passée à l'action. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marie-France, qui est la CEO de Shakespeare Kids Academy. Tout à fait. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, écoute, je vais bien, je suis ravie d'être là, merci de l'invitation. Ah bah c'est génial, moi je suis très content en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton passé, en tout cas au niveau scolaire, Oui. ce que tu as fait et comment tu es arrivé progressivement à la fin de tes études à faire une activité professionnelle? Eh bien, j'ai un background, un bagage en marketing et en communication. Oui. Donc j'ai fait le CELSA où j'ai eu une maîtrise donc, en marketing et publicité. Et puis j'ai également un certain nombre de diplômes en anglais, donc une maîtrise en anglais et également un certain nombre de diplômes toujours en anglais à la Chambre de commerce, au British Council. Voilà, donc grosso modo un parcours dans la communication surtout. D'accord. Et alors, une fois que tu as été diplômé, etc., est-ce que tu as été directement entrepreneur ou est-ce que tu as commencé en tant que salarié? Alors j'ai commencé en tant que salarié, c'était un choix au départ. En fait mon choix au départ c'était de me dire j'ai envie de travailler dans la communication. Voilà, c'était ce qui m'animait. Et puis je me suis dit, à l'époque il existait ce qu'on appelle des agences d'intérim, j'imagine qu'il y en a encore maintenant, mais voilà, en tout cas l'idée à l'époque c'était de dire je vais m'adresser à des agences d'intérim qui ne travaillent que dans la communication, de manière à avoir des postes que dans la communication. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai commencé mon parcours dans la communication, dans la presse, dans le groupe Philippe Aki. Donc j'ai pu travailler au magazine Elle, dans des rédactions mode beauté. Ensuite j'ai bifurqué vers le groupe de presse Prisma Presse, où là j'ai pu travailler avec des grands rédacteurs en chef, notamment celui de Géo. Il y avait également le magazine Ça m'intéresse, et puis il y avait également le magazine People Voici, qui existe toujours. Donc là c'était très intéressant pour moi parce que c'est ce que je voulais faire. Donc tout de suite j'ai commencé dans le secteur qui m'intéressait, parce que je me suis donné les moyens de le faire. Alors juste un petit peu pour situer, quand tu travailles dans la communication, c'est un domaine qui est très très vaste. Est-ce que tu faisais du rédactionnel ou qu'est-ce que tu faisais exactement? Alors j'étais assistante de rédaction. D'accord. J'étais assistante de rédaction. J'ai été un petit peu pigiste également parce que j'aime bien écrire et puis j'aimais bien aussi ce côté investigation, aller chercher l'information. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler chez Warner Music et Sony Music, que je ne connaissais pas, je ne connaissais que de nom. Mais il se trouve que la musique occupe une grande place dans ma vie. Bon, d'ailleurs, je m'appelle Samba, donc à un moment, je crois que les choses ne s'inventent pas non plus. Mais voilà, après, donc voilà, j'ai fait un parcours assez long au sein de Warner Music et Sony Music en tant que chef de produit. J'ai travaillé également à l'artistique, j'ai travaillé également au Legal Affairs. Donc ça m'a permis de voir et de comprendre le business dans une maison de disques. Et de comprendre cette industrie. C'est un démarrage super riche entre la communication, la musique. Il y a beaucoup d'artistique dans l'histoire en fait. Tout à fait, c'est exactement le fil conducteur. C'est à la fois l'artistique et le relationnel. D'accord. Et justement, en fait, comment on arrive en fait d'un environnement plutôt tourné vers l'artistique, avec, j'imagine, une richesse de rencontres, des gens de tous horizons, avec des profils totalement différents, à quelque chose qui est, un jour, je décide de faire de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Alors c'est en effet une question que je m'étais posée et finalement le point commun dans mon parcours c'est cette envie de toute façon d'échanger. Donc que ce soit dans la presse, la communication ou que ce soit après dans l'entrepreneuriat avec cette idée de partager des choses, pour moi c'est vraiment la ligne directrice, c'est cette idée de partager. Et donc à un moment donné, finalement l'idée d'entreprendre c'était un peu imposé à moi. C'est-à-dire que c'est les gens autour de moi qui m'ont imposé finalement cette idée. En disant mais tu devrais monter ta boîte, tu as cette espèce de fibre. Et moi au départ ça ne me parlait pas du tout parce qu'en fait j'avais toujours choisi mon parcours dans le salariat. Donc pour moi j'étais pas du tout victime d'un système. J'entends parler aujourd'hui de rat race. Je trouve que c'est un petit peu excessif parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont parfaitement heureux aujourd'hui dans le salariat. Moi c'était mon cas. J'ai eu un parcours que j'ai choisi, dans des boîtes que j'ai choisies et avec des postes que j'ai adorés, j'ai beaucoup appris. Mais il se trouve qu'à un moment donné, l'industrie du disque déclinant, forcément, dans les années 2002,
eh bien, j'ai fait le choix plutôt d'être en freelance, donc de me détacher de la structure. Mais toujours dans le domaine de la musique. Voilà, toujours dans le domaine de la musique et D'accord. plutôt du marketing. D'accord. C'est-à-dire de me repositionner dans tous les supports de com en relation avec la musique. Donc ça voulait dire tout ce qui est promotion télé, plan marketing, développement d'artistes, mais également en support de com. Comment est-ce qu'on fabrique une pochette? Comment est-ce qu'on détermine la photo qu'on va mettre sur une pochette? D'accord. Donc voilà, j'ai choisi dans un premier temps le mode freelance. D'accord. Je reviens sur un truc que tu as dit, c'est qu'au moment, j'ai l'impression que tu n'avais pas du tout conscience que tu avais une âme d'entrepreneur. Tout à fait. Et ce sont tes collègues qui te font remarquer que tu devrais monter ta boîte. Tout à fait. Et finalement, tu te dis pourquoi pas. Exactement. Voilà. Et alors justement, quel a été le véritable moment déclencheur qui t'a dit en fait là voilà, je tiens une idée, j'ai envie de monter ma boîte, parce qu'en fait finalement monter une boîte pour monter une boîte, ça sert à rien. Tout à fait, je suis d'accord avec toi Sébastien. Eh bien en fait, l'histoire est très simple. C'est en accompagnant mes propres enfants à l'école et en leur parlant anglais comme je le fais depuis qu'ils sont petits, que des parents m'ont entendu parler anglais à mes enfants et se sont dit bah tiens, nous ce serait chouette, effectivement nous aussi on recherche des cours d'anglais, on aimerait bien que nos enfants parlent aussi anglais. Et excuse-moi de t'interrompre, mais tu as été élevé en fait dans l'éducation anglaise, ou est-ce que tu parles avec tes enfants anglais naturellement? Parce que tout le monde ne le fait pas, ça. Alors finalement. effectivement, j'ai une partie de ma famille qui habite aux États-Unis, donc Washington DC et New York, Long Island. Donc ça a toujours fait partie de ma vie, l'anglais a toujours fait partie de ma vie. Et donc c'est donc naturellement que j'ai décidé de parler aussi bien anglais que français avec mes enfants. Et donc les parents m'ont entendu parler anglais et voyaient que mes enfants étaient en interaction avec moi et me répondaient en anglais. Et à partir de là, ils se sont dit bah, tiens, nous aussi on aimerait bien avoir des cours d'anglais pour nos enfants dans le secteur. Et puis finalement, l'idée a commencé à faire son chemin. Je trouvais que j'avais quand même aussi cette fibre avec les enfants, où j'avais un bon feeling avec eux et je trouvais qu'ils avaient tellement de choses à donner. Et l'idée a fait son chemin. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire en sorte que finalement, ce que je vis avec mes enfants, eh bien, un maximum de parents le vivent également. Et l'idée est venue de là. Et l'idée est venue là donc en 2009. D'accord. Donc j'ai commencé petit à la maison avec 7 enfants, voilà, avec le bouche à oreille. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au final, il y a une véritable nécessité, parce qu'en fait, comme tu as une partie de ta famille qui vit à Washington DC, tu dis, moi ce que je veux, c'est que quand je vais voir ma famille et que mes enfants rencontrent leur famille, finalement qu'ils puissent communiquer ensemble. Tout à fait. Voilà. Et là te vient l'idée de dire, en fait, ce serait intéressant que d'autres enfants puissent communiquer avec d'autres gens dans le monde. Exactement, c'est exactement l'idée. C'est de se dire que finalement l'anglais est un véritable passeport, une espèce de visa sans frontières qui permet aux enfants d'aller au-delà de leur environnement propre et d'aller découvrir le monde et d'aller découvrir d'autres cultures, d'autres gens. Alors quand tu parles des enfants, tu parles des enfants de quel âge? Alors, c'est les enfants à l'académie qui commencent à partir de 3 ans. À partir de 3 ans jusqu'à la fin du lycée. Tu as beaucoup des enfants de 3 ans qui viennent apprendre l'anglais? Alors oui, on a 3 groupes d'enfants qui ont entre 3 et 5 ans. Et puis ensuite, on a des groupes d'enfants qui sont plutôt en primaire, donc entre 6 et 10 ans. Et puis, j'ai 4 groupes d'ados, donc des collégiens. Et puis, la particularité cette année également, c'est qu'on s'adresse également à des lycéens, voire même des étudiants qui entrent en école de commerce et qui ont besoin de maîtriser l'anglais, puisque le cursus va se passer qu'en anglais. Donc ils ont besoin de gagner de la fluidité, de gagner de l'assurance, et puis certains vont passer également des examens pour entrer dans des universités à l'étranger. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent qui permet de te distinguer, toi, en tout cas dans ton mode d'enseignement, à une autre école de langue? Oui. Eh bien, nous, notre point de vue, c'est de dire apprendre l'anglais, c'est bien plus qu'un loisir. Et finalement, nous, obtenir des résultats, c'est notre signature. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas de faire de l'anglais comme on choisit d'aller faire du tennis ou de l'aïkido et après l'année prochaine on change d'activité. Ça c'est vrai que c'est assez courant. On choisit le tennis, l'année prochaine on choisit la danse, ce qui est tout à fait normal. L'enfant se cherche et a besoin de trouver son identité propre et de s'épanouir dans un sport. Quand on choisit de faire l'anglais, en tout cas les parents auxquels on s'adresse, eh bien, ils choisissent pour leur enfant l'activité, le fait de faire de l'anglais, parce qu'ils ont un rêve aussi pour leur enfant. Ils ont une espèce d'espérance. Ils se rendent compte que l'anglais est un véritable outil
un véritable atout pour leur enfant. Donc les parents qui investissent dans cette activité-là se disent qu'ils s'engagent. Voilà, il y a cette idée d'engagement et il y a cette idée de long terme. Et d'ailleurs, à l'académie, la meilleure preuve, c'est qu'on avait des enfants qui étaient en deuxième année de maternelle, qui sont entrés en deuxième année de maternelle, donc à 4 ans et demi, et qui, cette année, entrent au collège. Donc ça prouve bien qu'à un moment donné, il y a vraiment on s'inscrit dans un processus d'apprentissage sur du long terme. C'est du sérieux, quoi. C'est du sérieux, c'est une académie. C'est étonnant parce que normalement, dans un parcours scolaire normal, je crois savoir que c'est à partir du collège que tu commences à apprendre l'anglais. Tout à fait. Qu'est-ce que ça apporte à un enfant quand il arrive au collège et qu'il finalement maîtrise l'anglais déjà, oui. Tu vois? Est-ce qu'il y a une particularité dans ces enfants-là qui fait qu'ils sont peut-être plus à l'aise? En tout cas, c'est certainement une matière qu'ils n'ont pas à appréhender avec une certaine angoisse. Oui, Sébastien, tu as mis le doigt sur un point important qui est d'avoir cette facilité. Ils arrivent en 6e, ils ont cette facilité et du coup, ils n'appréhendent pas l'anglais comme étant un mal nécessaire, une matière académique, mais au contraire comme quelque chose de fluide, quelque chose qui est synonyme de plaisir, puisqu'ils ont déjà acquis cette fluidité. Ouais. Et il a été démontré par ailleurs, par des neurosciences et par donc, des experts, que le fait de maîtriser déjà une langue, eh bien, leur donne des possibilités et des facilités de mémorisation et d'assimilation dans d'autres matières. Ça fait travailler leur mémoire. C'est là où c'est intéressant justement de maîtriser une langue. Alors je parle de l'anglais parce qu'en l'occurrence c'est celle que je préfère, c'est celle que je maîtrise, mais c'est valable pour toutes les langues, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en apprenant l'anglais, en arrivant en 6e, le fait d'avoir déjà cette aisance-là, eh bien finalement leur permet d'être également plus à l'aise, pourquoi pas en géographie, pourquoi pas en maths, parce que tout à coup le cerveau est formaté autrement et est beaucoup plus ouvert à l'apprentissage et à l'assimilation d'autres matières. Est-ce que tu penses que dans les plus jeunes âges, en fait, à partir de l'âge de 3 ans, un enfant est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus alerte, il est capable d'apprendre beaucoup plus de choses qu'à partir de, je ne sais pas, 7, 8 ans, 9 ans? Tout à fait. Eh bien, effectivement, selon les spécialistes, et ça a été prouvé à maintes reprises, l'idée, c'est d'apprendre le plus tôt possible. Ouais. Donc, plus un enfant apprend tôt, plus c'est facile pour lui. Parce que plus il est jeune, plus il a ces énormes capacités d'assimilation, de mémorisation et véritablement d'imprégnation de la langue. Donc plus on commence tôt, mieux c'est. Et en plus là, tu parles vraiment d'une langue, donc c'est ce qui permet de communiquer. Tout à fait. Donc là pour l'enfant, encore, c'est très concret. Il a besoin de communiquer, l'enfant. Tout à fait. Et là encore, je suis en cohérence avec finalement le début de mon parcours professionnel, qui est toujours la communication. Donc l'anglais permet également d'entrer en communication avec l'autre. C'est fou comme tout s'imbrique en fait finalement. Hein. Tout à fait. Et alors aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que c'est que ton académie? Quelle importance ça a aujourd'hui? Tu en as un petit peu parlé, vous avez plusieurs classes. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs groupes de 10 enfants maximum. On ne va pas au-delà pour justement maintenir des conditions d'apprentissage qui soient maximales pour les enfants. Donc, ce sont donc des groupes de 10 enfants maximum et donc ils sont répartis par tranche d'âge. Donc on a les 3-5 ans, on a les 6-8 ans, on a les 9-10 ans. Et puis après au collège, on a donc des groupes mis 6e, 5e, 4e, 3e. Et à partir du lycée, on propose en fait du coaching en ligne, en anglais. Okay. Donc là encore, c'est un concept qui est... Vous avez une plateforme qui permet de faire tout ça? Tout à fait. J'ai signé un partenariat justement à partir de cette année avec une académie de langue prestigieuse en Angleterre. Génial. Qui s'appelle The Vichy Language Academy. Qui est une académie extrêmement prestigieuse puisque ils ont reçu énormément de prix. Ils ont une visibilité dans The Independent, dans The Guardians, dans The Times récemment. Donc véritablement, pour moi c'était important de signer un partenariat avec une académie de langue qui soit légitime et qui puisse amener finalement l'Angleterre à Paris. C'est un petit peu notre slogan cette année, c'est de dire on vous amène l'Angleterre à Boulogne en l'occurrence où je suis située. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes plusieurs professeurs à dispenser dans cette académie? Alors justement, pour l'instant, j'étais la seule à dispenser tous les cours. Et là, je suis en plein recrutement. C'est vraiment tout frais. Je suis en pleine interview. J'ai une autre interview demain. Et je pense avoir trouvé bonnes personnes. Voilà, la bonne personne. La bonne personne. Parce que je cherche véritablement un professeur que les enfants adorent.
pour moi, c'est très important d'avoir cette empathie. Parce qu'il a été prouvé que de toute façon, un enfant n'apprend pas s'il n'aime pas son professeur et s'il n'aime pas être avec cette personne-là. Pour les enfants, c'est un critère important. C'est très important. Les enfants et les ados. Voilà. Donc voilà, c'est un critère sur lequel je fais très attention. Et ça a été difficile pour toi de trouver en fait cette personne qui correspond un petit peu à tes critères? Non, ça n'a pas été difficile parce que déjà la job description était déjà suffisamment précise et du coup ça m'a amené des gens qui déjà correspondaient au profil. Après, c'est un jeu de tamis, c'est-à-dire qu'après on passe dans le tamis et on voit après ce qui reste. Mais déjà, j'avais fait en sorte que les gens qui postulent correspondaient déjà au profil quasi idéal. Et après, c'est une histoire, je crois, de feeling aussi, de ce qu'on peut ressentir et de ce que le professeur peut éventuellement donner et de la créativité aussi. Alors juste très rapidement, en fait, ce sont des cours qui sont dispensés donc après les horaires normaux en fait d'école. Voilà, tout à fait, après la classe et également le samedi. Ce sont des cours privés. Tout à fait. Ok. Et en fait, comment tu te fais connaître? Alors, jusque-là, c'était le bouche à oreille qui m'avait vraiment beaucoup servi. Donc, j'avoue, je m'étais un petit peu reposée sur mes lauriers dans ma zone de confort. Surtout si tu es toute seule, voilà. Tu ne peux pas donner non plus des cours tout à fait. Et d'autant que je donnais également des cours pendant 2 ans et demi dans une école privée à Paris également, où j'organisais du théâtre en anglais. Donc ça a été 2 belles années aussi, on s'est beaucoup amusé avec les enfants à organiser ces pièces de théâtre Justement, en anglais. Tu continues en fait cette pratique théâtrale en fait de l'apprentissage de la langue? Tout à fait, ça fait partie de nos points forts à l'académie. D'accord. Et ça permet justement, c'est un formidable moyen d'expression pour les enfants, que de pouvoir s'exprimer en anglais, de pouvoir jouer en anglais. D'accord. Parce qu'ils ont une créativité qui est débordante. Est-ce que au départ, donc si on revient au départ à la création de ton entreprise, quelles ont été les difficultés que tu as dû surmonter? Est-ce que ça a été facile pour toi? Est-ce qu'il y a des moments où tu n'as pas eu des grands doutes? Oui. Alors, j'ai envie de te dire que ça a été facile. Ça a été, à la limite, même trop facile. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis un peu reposée. J'étais dans ma zone de confort en me disant, après tout, ce sont les parents qui sont mes meilleurs avocats. Ils m'amènent du monde. Bon, c'est très bien comme ça. Et donc donc j'ai commencé en 2009, donc ça c'était jusqu'à 2011. À partir de 2011, je me suis dit que quand même, ce serait intéressant de commencer à professionnaliser un petit peu tout ça et de sortir de ce côté un petit peu artisanal, qui était sympathique, mais bon, qui restait quand même assez restreint en termes de taille. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais commencer à chercher une salle. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis renseignée auprès de ma mairie et puis j'ai loué une salle juste à côté de chez moi. Et donc ça permettait aussi d'avoir une situation stratégique, donc tout à côté d'un groupe scolaire et à côté d'un collège. D'accord. Donc je me situais entre les deux, pour moi c'était idéal. Tu as fait des démarches auprès du groupe scolaire en question au départ? Alors au départ non, pas tout de suite, mais après effectivement je suis allée les voir en disant écoutez, est-ce qu'il est possible de mettre une affiche simplement et de passer l'information aux parents, ce qu'ils ont accepté volontiers. Parce que là aussi ils ont beaucoup joué le jeu parce qu'ils se sont aperçus que l'anglais c'était effectivement une nécessité et que ce serait intéressant pour les parents d'élèves de pouvoir avoir accès à cette activité. Donc la première étape ça a été de dire je sors de la maison, je prends des locaux. La deuxième étape c'est je crée un site internet, donc ça été en 2013. Donc en fait tu as créé un site internet qui était plutôt là pour faire site vitrine informatif. Oui. Ok. Et l'autre étape c'est quoi en fait pour communiquer? Alors l'autre étape, c'était aussi d'être présente dans ce qu'on appelle le fameux guide des activités de la ville de Boulogne, en fait, qui est un guide qui est distribué dans tous les foyers de la ville. Donc c'était aussi important pour moi d'être présente dans ce guide-là. Et puis à un moment donné, donc ça a été très récent, ça date de janvier, donc de décembre de l'année dernière à janvier de cette année, qui était de me dire j'ai envie de passer à un stade supérieur. Ce stade supérieur, c'était de dire je veux à la fois développer mon académie, donc physiquement, donc en présentiel, mais je trouvais que c'était aussi intéressant de pouvoir proposer des choses aux parents en ligne également. Donc j'ai commencé un coaching en janvier 2016 avec Biba Pedron, donc j'ai intégré son mastermind et donc j'ai terminé D'accord, parce qu'on sent,
qui est en toi une dimension de développement personnel. Oui. Donc là, parle-nous un peu plus de l'intérêt pour toi en fait de commencer cette démarche de coaching. Alors l'intérêt, c'était surtout d'acquérir le bon mindset, le fameux mindset, c'était ce fameux état d'esprit. J'avais besoin de véritablement devenir une vraie chef d'entreprise. J'avais d'abord fait d'ailleurs avant ça un coaching qui m'a aidé à avoir les bons réflexes au niveau financier, au niveau commercial, au niveau marketing. Donc ça a été assez facile pour moi parce que j'avais déjà ces réflexes-là puisque c'était un peu ma formation marketing. Mais j'avais besoin de devenir réellement une vraie chef d'entreprise. Donc j'ai fait d'abord ce premier coaching avec une franchise qui s'appelle Coach d'affaires. Ce coaching terminé, je me suis dit il était intéressant d'avoir un autre coaching pour justement agir sur l'état d'esprit. Et finalement, les bénéfices de ce coaching avec Biba Pedron, ça a été d'avoir le bon mindset et d'avoir cet état d'esprit qui consiste à dire quelle est l'étape d'après. C'est-à-dire d'avoir une vision à long terme et de ne jamais se reposer sur ses lauriers et ne jamais se dire bon bah ok, j'ai atteint une première marche, j'attends et puis je contemple et je vois ce qui se passe. Pour toi, c'était tout de suite une évidence pour passer à l'étape supérieure, de dire là il faut que je sois une vraie entrepreneur et j'ai besoin de me faire coacher pour ça. Tout à fait, j'ai ressenti ça aurait ce pu besoin. être une formation entrepreneur par exemple. Pourquoi faire le choix du coaching? Alors j'ai fait le choix du coaching parce que encore une fois ça fait aussi écho à mon environnement anglo-saxon. Pour moi le coaching ça s'imposait. D'accord. C'était déjà une pratique dont j'avais entendu parler il y a fort longtemps et je m'étais dit que c'est ce qu'il me fallait. Voilà, pour moi c'était une évidence. J'avais besoin de me faire coacher, j'avais besoin de me faire accompagner pour pouvoir franchir cette nouvelle étape et atteindre un niveau supérieur. Et là on peut dire que tu es fin prête, armée pour passer aux étapes supérieures. Tout à fait. J'imagine que tu as des ambitions parce que en fait finalement, si j'ai bien compris au départ, tu disais ce que tu voulais, c'est que les gens puissent communiquer entre eux de manière mondiale. Oui, et c'est ce que nous apporte aujourd'hui la langue anglaise. On pourrait imaginer que en fait finalement ton académie elle pourrait s'étendre bien au-delà des frontières françaises. Tout à fait, c'est exactement une de mes ambitions. L'idée c'est de proposer également des packages et des formations en ligne aux parents puisque le parti pris c'était de dire vous en tant que parents vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants et qu'en tant que tel vous pouvez déjà créer cette empathie envers la langue à la maison à travers des jeux et des activités. Et ça a aussi un double bénéfice, ça permet aussi aux parents qui sont fâchés avec l'anglais, il y en a certains, j'en connais, de se réconcilier aussi avec l'anglais et de se dire que oui, forcément c'est un formidable moyen d'échange aussi avec mon enfant. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut, puisque nous on est très dans le concret sur Covented, quelles sont les étapes suivantes aujourd'hui, le challenge que tu donnes sur les mois, les mois à venir? Donc déjà c'est d'accueillir mon premier professeur, donc il va prendre en charge un certain nombre de groupes. Moi je vais en prendre quand même, je ne vais pas non plus quitter le navire parce que j'ai à cœur d'être encore sur le terrain, parce que j'ai vraiment ce lien avec les enfants et je tiens à le conserver. Donc le premier challenge c'est celui-ci, donc c'est d'accueillir ce nouveau professeur. Et le deuxième challenge c'est de proposer donc des formations aux parents, pour pouvoir leur proposer donc des activités à mettre en place à la maison. J'ai un troisième challenge qui me tient à cœur, c'est d'organiser des webinaires, donc des webinaires en ligne, donc à destination également des parents et pourquoi pas également des professeurs. Parce que justement, il manque aussi parfois de créativité et d'activités concrètes à mettre en place en classe. Donc ça, je pense aussi pouvoir apporter une aide à ce niveau-là, puisque je l'ai vécu pendant 2 ans et demi dans une école privée également à Paris. Donc je serais heureuse de pouvoir également apporter une aide à ce niveau-là. Et puis le quatrième challenge, et non des moindres, c'est d'organiser un sommet. Un sommet avec des experts justement dans le bilinguisme chez l'enfant. Donc j'aimerais faire venir des experts qui viennent partager leur savoir. J'aimerais également interroger des mamans qui vivent le bilinguisme à la maison, voir le trilinguisme et d'expliquer finalement aux parents francophones, aux parents ou dans les foyers monolangues, à quel point c'est intéressant et riche pour leur enfant d'acquérir une langue le plus tôt possible. Et l'idée aussi, c'est de démystifier un petit peu l'apprentissage de l'anglais, parce qu'il y a certains parents, par exemple, qui se disent « mais est-ce que si je lui parle anglais et mon mari lui parle français, est-ce que ça ne va pas créer du télescopage dans sa tête ?» Eh bien là, l'idée, c'est de dire non, au contraire.
c'est une vraie richesse pour votre enfant et c'est forcément un plus. Donc ce challenge du sommet me tient particulièrement à cœur. J'ai bien retenu 4 challenges. Je trouve que Marie-France est une personne extrêmement ambitieuse, comme on les aime chez Covantid. On t'a rencontré dans un networking déjà. Oui. Que t'apportent ces networking en fait finalement? Alors, pour moi, c'est une richesse incroyable, les networking. Ouais. Alors, comme je dis toujours, être présent sur les réseaux sociaux, c'est effectivement une nécessité maintenant. J'ai d'ailleurs créé la page Facebook de Shakespeare Kids Academy il y a quelques temps maintenant, il y a 2 ans je crois. J'en suis ravie. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est rencontrer les gens. J'aime ce contact physique, j'aime cet échange. Et ce que m'apportent concrètement les networking, c'est une ouverture, la découverte des activités et des talents des autres. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, parce que je pense qu'on se nourrit tous des talents et des expertises des uns et des autres. Donc c'est ce que je viens chercher dans les networking. Et puis je viens chercher aussi un regard sur mon travail, je viens chercher des critiques, des remarques, parce que je pense que c'est toujours intéressant de faire découvrir son activité pour justement avoir un retour et de chercher sans cesse à s'améliorer. Et c'est ce que m'apporte les networking. C'est un très beau message. J'ai une dernière question pour toi, la question que je pose à tous nos invités, c'est quel est le conseil que tu donnerais aux gens qui nous regardent pour passer à l'action, pour vivre de leurs rêves, ou simplement le conseil, le message que tu veux faire passer? Alors, le message que j'ai envie de faire passer, c'est écoutez-vous. Moi, j'ai eu l'occasion à maintes reprises d'avoir donc des avis des uns et des autres. Alors, c'est bien d'avoir des avis, de s'en imprégner, mais finalement, on revient quelque part à sa propre intuition et à ce qu'on a dans ses tripes. Il y a une expression en anglais qui dit « follow your guts », qui veut vraiment dire que, voilà, écoutez vos tripes, écoutez votre voix intérieure, soyez attentifs aux signes, parce que parfois, voilà, avec le stress, avec le rythme de la vie ambiante, on a tendance parfois à oublier. Soyez attentifs aux signes et faites-vous confiance. Suivez votre voix, voilà, suivez votre instinct. Super, merci Marie-France. Mais écoute, je t'en prie, Sébastien. On est vraiment très contents. Nous, chez Covantid, en fait, ce qu'on adore, c'est découvrir des talents jour après jour. Et comme dit Marie-France, écoutez vos tripes, soyez vous-même et n'hésitez pas à y aller et à foncer. Et c'est comme ça qu'en fait, le monde évolue. Merci beaucoup. Tout à fait. À bientôt. Merci à toi, Sébastien. À bientôt.